Bonjour à tous et un grand merci d'être présent pour ce nouveau webinaire organisé conjointement par la Société française de neurologie, l'Association des neurologues libéraux de langue française et l'organisation des internes, l'ANAINF. Nous sommes donc à l'épisode 3 de cette série de webinaires dont la thématique est celle des encéphalites auto-immunes avec des présentations un peu particulières neurodégénératives. Alors, pour coordonner ce webinaire, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Jérôme Honorat, qui est chef de service du service de neuro-oncologie de l'hôpital neurologique à Lyon, qui est également coordonnateur du centre de référence des encéphalites auto-immunes et directeur de l'équipe qui s'appelle Synatac à l'Institut Mélis à Lyon. Et Jérôme va donc vous faire d'abord une première présentation générale sur les encéphalites auto-immunes. Et puis, nous aurons, comme lors des précédents webinaires, des présentations un peu plus pratiques avec des cas cliniques qui seront présentés ensuite par nos collègues Émilien Bernard et Bastien Joubert. Et j'ai le plaisir d'accueillir également Guido Hall, qui est neurologue au CH de Colmar, qui va modérer cette session avec moi. Et donc, je vous invite à vraiment partager vos questions, soit dans le chat qu'on va pouvoir lire nous, ou alors vous avez un onglet questions spécifiques dans lequel vous pouvez nous poser vos questions. N'hésitez pas à le faire au fur et à mesure des présentations. Et nous aurons des temps de questions-réponses à la fin de chacune de ces présentations. Voilà, Jérôme, je te passe la main. Et tu vas Merci beaucoup Céline et merci de nous donner l'opportunité de vous présenter les nouveautés dans les encéphalites auto-immunes, qui est un domaine qui est extrêmement actif avec beaucoup de choses nouvelles qui apparaissent. Je n'ai pas lien d'intérêt particulier sur cette présentation. Vous savez que l'histoire a commencé dans les années 90 par la mise en évidence d'auto-anticorps spécifiques dans les syndromes neurologiques paranéoplasiques, comme les anti-HU. Vous avez par exemple ici un patient de 63 ans qui fait de façon subaiguë, en quelques semaines, une neuronopathie sensitive. Il a les yeux fermés, on lui a demandé de ne pas bouger. Il a une destruction de ses ganglions rachidiens postérieurs. Il est incapable de savoir où se trouvent ses articulations. Vous verrez qu'il est incapable d'attraper son doigt les yeux fermés. Et on va retrouver une toute petite tumeur. Les radiologues avaient initialement conclu à une séquelle de sa tuberculose ancienne. En fait, il a un carcinome responsable de son syndrome neurologique paranéoplasique. Un autre exemple, une femme de 63 ans, pas d'antécédents, qui installe en un mois un syndrome cérébelleux que vous voyez ici, tout à fait pur, avec une adiadococinésie, un tremblement antéro-postérieur important. Elle est incapable de tenir assise. Elle a un syndrome cérébelleux statique et cinétique très, très sévère. On met en évidence un anticorps anti-gréco. On recherche un cancer gynécologique associé. La radiologie est strictement normale. Par contre, la laparotomie exploratrice va retrouver un carcinome ovarien bilatéral et un carcinome de l'endomètre. Donc, ces deux observations résument ce qu'on savait sur les syndromes neurologiques paranéoplasiques. Un début subaigu, rapidement des troubles neurologiques extrêmement sévères. Ils avaient tous les deux un liquide céphalorachidien inflammatoire et on va retrouver une toute petite tumeur responsable du syndrome paranéoplasique avec une expression, une surexpression de l'antigène correspondant à l'anticorps que l'on retrouve circulant, qui est extrêmement spécifique. Et à partir du moment où on met en évidence ces anticorps, on est certain qu'il s'agit d'un syndrome neurologique paranéoplasique. Ça a déclenché toutes nos connaissances sur les pathologies auto-immunes du système nerveux central et on s'est mis à rechercher d'autres pathologies associées. Et en 2007, l'équipe de Joseph Dalmau, qui était à l'époque à UPenn, en Pennsylvanie, va décrire des femmes avec des troubles psychiatriques, puis une dysautonomie, puis des mouvements anormaux. On retrouve ici la dyskinésie bucco-faciale typique et va mettre en évidence les anticorps anti-NMDA récepteurs circulants.
Les premières formes qui sont décrites sont toutes paranéoplasiques, avec la présence d'un tératome ovarien, mais on va mettre en évidence un certain nombre de différences par rapport au syndrome neurologique paranéoplasique typique. La première, c'est qu'il s'agit de tumeurs bénignes et pas de tumeurs malignes, mais surtout, vous voyez cette même jeune fille quelques mois plus tard, après immunothérapie, elle a totalement récupéré. Il n'y a plus aucun symptôme. Elle va reprendre une vie normale. Et donc ça, c'est complètement différent des autres syndromes neurologiques paranéoplasiques parce qu'il n'y a pas de destruction neuronale. Il y a un blocage du fonctionnement neuronal et une capacité à récupérer complètement. Le deuxième point qui est atypique, c'est qu'au fur et à mesure qu'on va décrire des cas, et ça va aller très vite, la première publication, c'est en 2007. Dès janvier 2008, Joseph Dalmau, avec l'utilisation d'un test spécifique, va identifier les 100 premiers cas. Et en 2011, il publiera 450 cas, donc on va pouvoir décrire l'ensemble de la pathologie. Et on s'aperçoit qu'en fait, seulement 25% des femmes ont des tératomes associés. Il y a quelques tumeurs malignes qui sont décrites, mais la plupart du temps, c'est idiopathique. Il n'y a pas de cancer, donc on ne retrouve pas la problématique du syndrome paranéoplasique. Et en plus, si elles guérissent complètement, il y a un risque de récidive, ce qui était naturellement tout à fait inhabituel, les autres syndromes paranéoplasiques évoluant en un seul temps. À partir de cette première description des anticorps anti-NMDA récepteurs, essentiellement l'équipe de Joseph Dalmau, mais d'autres équipes dans le monde vont décrire un certain nombre d'auto-anticorps qui vont être associés à des cibles membranaires. Des troubles particuliers, l'anti-NMDA récepteur, c'est une encéphalite diffuse, mais l'AMPA récepteur ou le GABA-B récepteur, c'est une encéphalite limbique pure. Et en fonction des cas, c'est associé ou pas à des cancers, donc d'origine paranéoplasique ou pas. Vous voyez que LGI1 et Casper2, ça n'est pas paranéoplasique. On peut avoir quelques cas de cancer du poumon à petites cellules ou thymome malin, mais la plupart du temps, il n'y a pas de cancer associé. On peut avoir des ataxies cérébelleuses avec les anti-mGlu1 et l'association paranéoplasique est variable. Donc en fonction de l'âge, du sexe, de l'anticorps associé, on peut avoir une origine paranéoplasique ou non. Par exemple, les patients avec anti-GABA-B récepteur, tous les patients jeunes n'ont pas de cancer. À partir de 50 ans, ils ont tous un cancer du poumon à petites cellules médiastinales qu'il faut mettre en évidence. Donc en fait, les syndromes neurologiques paranéoplasiques n'étaient que le sommet d'un iceberg de maladies auto-immunes du système nerveux central qui, on va le voir, peuvent avoir différentes origines en fonction de l'auto-anticorps associé. Du coup, on a changé à partir des années 2010 de concept. On parlait de syndrome neurologique paranéoplasique et on disait qu'à partir du moment où l'anticorps était positif, il s'agissait d'un syndrome neurologique paranéoplasique. Parfois, on ne trouvait pas de tumeur, mais on pensait qu'elle avait spontanément régressé et qu'elle avait été présente à un moment. En fait, on classe maintenant différemment en fonction de la nature de l'antigène. Soit vous avez un antigène intracellulaire, c'est le cas des anticorps anti-HU, YO, CV2 ou MA2. À ce moment-là, ce sont d'excellents marqueurs de la présence d'un cancer, dans plus de 98% des cas. Il y a une réaction immune, mais on n'a aucun argument pour penser que l'anticorps joue un rôle direct dans la destruction des neurones. En tout cas, il y a une destruction des neurones, une mort neuronale, et on n'a pas de possibilité de réversibilité des signes. Tout ce qu'on peut faire avec notre action, c'est bloquer la réaction immune pour avoir une stabilité des signes. À l'opposé, vous avez des anticorps dirigés contre des cibles membranaires, comme le NMDA récepteur, l'AMPA récepteur, GABA-B, DINER, LGI1, Casper2. À ce moment-là, ce n'est pas toujours associé à un cancer. Ça va dépendre de l'anticorps et de l'âge des patients. Il peut y avoir un rôle direct de l'auto-anticorps, et ça a été démontré pour les anti-NMDA récepteurs à la fois in vitro
et chez l'animal. Il y a une mort neuronale qui est absente ou limitée. Donc, ça veut dire que si on utilise suffisamment rapidement les traitements immunomodulateurs, on va avoir une récupération complète des patients. Donc, deux groupes différents de maladies, et puis naturellement des anticorps qui sont plus difficilement classables, où on pense qu'ils peuvent avoir un rôle, mais la cible n'est pas membranaire. Il va falloir accumuler des éléments sur les différents types d'anticorps pour mieux comprendre et probablement présenter des concepts un peu différents, on va le voir. Donc en fait, syndrome neurologique paranéoplasique et encéphalite auto-immune, ce sont deux maladies du même groupe avec une action du système nerveux, du système immunitaire, mais on va le voir qu'ils sont un peu différents entre les syndromes paranéoplasiques et les encéphalites auto-immunes. Dans l'un, les anticorps jouent un rôle particulier, dans l'autre, ils servent de biomarqueurs, mais l'immunité cellulaire est très certainement responsable, et il peut y avoir des étiologies différentes. Ça peut être un cancer, ça peut être l'utilisation d'un immune checkpoint inhibiteur pour le traitement des cancers, ça peut être des infections, et on sait qu'il y a des encéphalites auto-immunes à anticorps anti-NMDA récepteurs après des infections virales par herpès virus prouvées et destruction parenchymateuse. Et puis dans certains cas, il peut y avoir une cause génétique avec des HLA particuliers. Ce qui fait que dans quel cas on doit rechercher un cancer, je vous incite à voir l'article dont Frances Gross est le premier auteur, publié dans Neurology, Neuroimmunology et Neuroinflammation en 2021, qui reprend la classification des patients avec syndrome neurologique paranéoplasique. La nature de l'anticorps est extrêmement importante. HU, CV2, amphiphysin, ERI, YO, MA2 et TR sont des anticorps à haut risque de cancer, plus de 70%. Donc, c'est un élément extrêmement important. Il y a un risque intermédiaire entre 30 et 70, ça va dépendre de l'âge et du sexe, pour l'AMPA récepteur, GABA B récepteur, mGluR5, anti-VGCC, anti-NMDA récepteur. Anti-NMDA récepteur, par exemple, vous avez 25% des femmes entre 15 et 35 ans qui vont avoir un tératome ovarien, et les enfants n'ont pas de cancer ou de tumeur, ou alors exceptionnellement. Et un autre groupe de cancers où le risque est très bas, il est moins de 30%, donc ça va avoir des conséquences importantes, c'est-à-dire qu'il faut faire une première recherche d'un cancer, et si c'est un auto-anticorps avec un risque bas, ça n'est pas la peine de le répéter. De répéter la recherche du cancer si on ne l'a pas trouvé avec les premiers examens. À l'inverse, si vous avez un risque supérieur à 70%, ben, il faudra répéter au cours du temps les examens pour finalement identifier la tumeur. Alors, les anticorps à bas risque, mGluR1, GABA récepteur, Casper2, GFAP, GAD, LGI1, DPPX, glycine récepteur et la QP4. Donc, c'est extrêmement important pour faire cette classification. Et vous avez d'autres anticorps. Alors, déjà en 2021, on avait classé Kelch, qui est associé à des ataxies cérébelleuses et des séminomes testiculaires, comme insuffisant pour pouvoir valider. Maintenant, il a été décrit par 3 groupes différents avec des résultats identiques et une fréquence du cancer qui est supérieure à 70%. Il fait maintenant partie des anticorps à haut risque. Les autres ont été trop rarement décrits pour l'instant. Vous voyez le nombre de cas dans cette case pour qu'on sache exactement quelle est leur valeur, et c'est le temps et le nombre de discussions qui nous permettra de les classer. À la fin, vous utilisez le syndrome clinique, par exemple une ataxie cérébelleuse, 3 points, un anticorps anti-Greco, 3 points, la découverte du cancer, sein ou ovaire, 4 points. Donc, si c'est 4, 10, supérieur à 8, donc syndrome neurologique paranéoplasique défini, et puis ainsi de suite, en fonction du nombre de points. Si vous avez moins de 3 points, ben ça n'est pas un syndrome neurologique paranéoplasique. Donc, ça vous aide pour la clinique, mais surtout pour la recherche, pour pouvoir classer correctement les patients et essayer de comprendre la mécanistique.
de ce fait-là, on a pu commencer à faire des groupes et commencer à regarder s'il y avait des éléments génétiques. Donc, on a groupé les patients avec syndrome paranéoplasique et on a regardé s'il y avait des HLA particuliers. En fait, on trouve des associations extrêmement faibles, comme DQ2DR3 chez les patients HU, mais qui demandent à être confirmés, c'est sur moins de 30 patients. Il n'y a pas d'association HLA. À l'inverse, il y a un groupe de patients avec des IgG4 qui ne sont pas d'origine paranéoplasique, anti-Casper2, anti-LGI1, anti-Glen5, anti-MuSK ou anti-NF155. Et là, vous avez une association très, très importante avec des HLA-DQ ou DR qui montrent qu'il y a un facteur de susceptibilité chez ces patients. Et de façon intéressante, ce sont des sous-classes d'IgG4 et non d'IgG1. Ceux qui ont des IgG1, c'est-à-dire les patients, par exemple, Casper2 avec neuromyotonie, eux n'ont pas d'association HLA, ou les GAD65, les AK5, les GFAP, mais très fréquemment, on retrouve un haplotype 8.1 qui a été décrit dans les maladies auto-immunes, et ce sont des IgG1. Donc déjà, vous voyez qu'il y a des sous-groupes avec des rôles particuliers, et on peut donc définir ces trois groupes avec les IgG4 associés à l'HLA, donc d'origine génétique, les IgG1 associés à des haplotypes plutôt auto-immuns, donc un rôle de l'auto-immunité, mais il y a très probablement un rôle des cellules T dans la symptomatologie, donc une part de mort neuronale potentielle chez certains patients. Et puis les syndromes paranéoplasiques, où on a accumulé des arguments pour penser que c'est la tumeur qui est l'usine qui va provoquer la rupture de tolérance et qui va provoquer les symptômes. Alors, quelle est l'épidémiologie? On est dans le cadre des maladies rares. Hein. Globalement, les anti-NMDA récepteurs, c'est une cinquantaine de patients par an en France. Les anti-HU, c'est la même chose, c'est une cinquantaine. Mais vous voyez une disparité régionale extrêmement importante. Autour du centre de référence en Rhône-Alpes-Auvergne, il y a beaucoup plus de diagnostics que, par exemple, dans les Pays de Loire. Alors, il peut y avoir des variations avec la présence des CHU, mais en tout cas, c'est hétérogène et c'est entre 3,1 à 7,1 par million de personnes par année. Par contre, on observe d'année en année une augmentation de l'incidence de chacun des sous-groupes et donc très probablement un sous-diagnostic et tous les patients ne sont pas rapportés au centre de référence. Mais pourquoi est-ce qu'il peut y avoir un sous-diagnostic? La première cause, c'est l'identification des auto-anticorps qui n'est pas si simple, qui nécessite un certain nombre de techniques. Vous voyez l'exemple des anti-NMDA récepteurs. Il faut une immunohistochimie caractéristique sur cerveau de rat. On voit un marquage tout à fait typique de l'hippocampe. Hein, vous voyez le gyrus denté, CA321, avec un marquage neuropile de terminaison nerveuse. Si vous avez ce marquage, c'est très fortement évocateur d'un anticorps anti-NMDA récepteur, mais faut-il encore le prouver sur un test spécifique? Donc, il faut transfecter des cellules avec le récepteur NMDA et faire de l'immunohistochimie indirecte avec le LCR et montrer que seules les cellules transfectées, ici en orange, sont reconnues par les auto-anticorps. C'est des techniques spéciales. Certaines sont à disposition par des kits diagnostiques produits par des compagnies, mais dont il faut toujours vérifier la sensibilité et la spécificité. Et parfois, c'est insuffisant. Il faut d'autres techniques pour savoir s'il y a réellement l'anticorps, parce qu'on a un risque de faux positif. On l'a vu avec les onconeuronaux, hein, les anti-Greco, par exemple, diagnostiqués dans le commerce. On a 93% de faux positifs. Donc, avant de conclure à la positivité ou à la négativité, il faut savoir dans quel liquide cela a été identifié. Est-ce que c'est le sérum ou le LCR? Les anti-NMDA récepteurs n'ont aucune valeur dans le sérum parce que les techniques détectent des faux positifs extrêmement fréquemment et des personnes normales peuvent avoir dans le sérum des anticorps anti-NMDA récepteurs. Par contre, les LGI1 sont valables dans le LCR et dans le sérum et on a 15% de patients qui n'ont ces anticorps que dans le sérum.
Donc, suivant les anticorps, suivant les tests utilisés, il peut y avoir des faux positifs. Donc, la méthode diagnostique et la discussion avec le centre de référence est vraiment très importante avant de faire le diagnostic. L'autre cause de difficulté diagnostique, je vous ai montré que initialement, on décrivait des patients avec des présentations extrêmement aiguës ou subaiguës, en tout cas en moins de 3 mois et extrêmement débilitantes, avec des liquides céphalo-rachidiens inflammatoires. Et en fait, on s'aperçoit de plus en plus qu'il y a des patients avec des présentations pseudo-neurodégénératives qui n'évoquent d'emblée pas du tout une origine auto-immune, et pourtant qui sont authentiquement auto-immunes et qui vont répondre aux traitements immunomodulateurs. Donc, il y a le premier exemple, c'est les encéphalites à anticorps anti-LGI1. Je vous montre plusieurs exemples ici de dystonie brachiofaciale. Vous pouvez voir les petits mouvements dystoniques qui peuvent être unilatéraux, alternants, droit-gauche ou bilatéraux, qui sont tout à fait pathognomonique des encéphalites à anticorps anti-LGI1, mais ce signe n'est présent que dans 30% des patients présentant une encéphalite à anticorps anti-LGI1. Dans les autres cas, que se passe-t-il? En fait, c'est l'installation progressive sur plusieurs mois de troubles soit épileptiques, temporales, pas toujours facile à diagnostiquer du fait de la nature partielle des crises, ou des troubles cognitifs ou psychiatriques qui s'installent également progressivement et qui vont rarement conduire les patients à une hospitalisation ou à aller en réanimation. Donc la plupart du temps, c'est le neurologue dans son cabinet qui doit évoquer la possibilité d'un anticorps anti-LGI1 chez un patient qui se détériore. En général, l'âge médian, c'est 60 ans. Et les examens ne sont pas toujours contributifs. On a quand même dans 65% des cas une hyponatrémie qui parfois peut être symptomatique. On a des hypersignaux T2 dans 75% des cas, donc c'est aidant, il faut avoir l'IRM. Mais on a un liquide céphalorachidien qui est normal dans plus de 60% des cas, c'était 75% dans cette étude, donc pas de stigmate d'inflammation. Donc ne va pas évoquer d'emblée la possibilité d'une pathologie auto-immune. Il faudra spécifiquement retrouver les anticorps et les mettre en évidence pour conclure à l'origine auto-immune. Et très clairement, ça n'est pas paranéoplasique. Donc on ne va pas retrouver de cancer chez ces patients. Bastien Joubert va vous présenter que c'est encore plus difficile avec les encéphalites à anticorps anti-Casper2 parce qu'il y a seulement 40% des patients qui vont répondre, malgré l'évolution, aux critères de Gross qui ont été publiés en 2016 des encéphalites auto-immunes, essentiellement parce qu'on a des signes qui sont d'abord très discrets et ensuite diffus, et il n'y a que 48% des patients qui vont avoir des signes limbiques clairs. Les principaux problèmes seront avant tout des troubles de mémoire épisodiques, mais Bastien va vous montrer tout ça en détail tout à l'heure. L'énigme supplémentaire, c'est la description des anti-IGLON5. Là, la présentation est clairement neurodégénérative. Vous voyez cette patiente qui a été observée à Lyon, qui s'est présentée avec une chorée, des petits mouvements de fasciculation, des petits troubles cognitifs. Tout cela évoluait depuis plusieurs années. Aucun élément pour penser qu'il puisse s'agir d'une pathologie auto-immune. Pourtant, il y avait des anticorps anti-IGLON5 dans le liquide céphalorachidien et le sérum à taux élevé. Dans la première série publiée, c'était des patients de 59 ans qui mimaient une pathologie neurodégénérative du tronc cérébral avec des anomalies du sommeil paradoxal. Il y a une levée de la paralysie du sommeil paradoxal, une dysautonomie, et le liquide céphalorachidien, l'IRM encéphalique et l'EEG sont normaux, alors qu'il y a un HLA DQB1 501 associé. Donc deux éléments auto-immuns, et les autres sont plutôt en faveur d'une pathologie neurodégénérative. Et dans les publications suivantes, et là c'est Émilien Bernard qui va vous présenter des cas qui sont tout à fait typiques,
eh bien, on a plutôt des éléments de l'ordre de pathologie neurodégénérative avec des signes bulbaires qu'Emilien Bernard va bien vous décrire, des présentations pseudo-style Richardson ou des troubles cognitifs isolés. Et ces patients répondent aux médications immunomodulatrices à partir du moment où on le fait suffisamment tôt. Donc, le seul moyen de faire le diagnostic, c'est de mettre en évidence l'auto-anticorps. Donc, il est donc très important d'y penser, d'apprendre la sémiologie présentée par ces patients. Et vous verrez avec le cas d'Emilien Bernard que ça peut s'installer sur 4, 5, voire 10 ans. Donc, c'est vraiment pas simple d'y penser. Il faut bien rechercher les troubles du sommeil avec une polysomnographie pour pouvoir s'aider lorsqu'ils sont présents, mais ils ne le sont pas systématiquement. Donc, en pratique, comment est-ce qu'on doit raisonner? Il ne faut plus tenir compte du caractère subaigu qui était encore dans cette revue qu'on a pourtant publiée cette année présent. Il faut multiplier les faisceaux d'arguments, l'analyse du liquide céphalorachidien, la présence ou pas de crise, la nature de l'IRM, mais on a vu que tout ça n'était pas forcément très aidant, et puis la nature des signes cliniques. Bien sûr, il faut rechercher tous les diagnostics différentiels, ensuite évoquer la possibilité que ça puisse être auto-immun et rechercher les auto-anticorps en s'assurant qu'ils sont cherchés dans un bon laboratoire qui a une bonne spécificité et une bonne sensibilité pour pouvoir conclure ou non à une origine auto-immune. Voilà, je vais m'arrêter là. Là, c'est l'ensemble de l'équipe et on va répondre aux questions et on va continuer à discuter avec deux observations différentes, l'une présentée par Emilien Bernard sur des cas d'anti-GLON5 et puis ensuite avec Bastien Joubert sur des CASPER2 pour bien insister sur la présentation pseudo-neurodégénérative d'un certain nombre de patients. Merci, merci beaucoup Jérôme. C'est effectivement passionnant et perturbant à la fois. Je crois qu'il faut le dire quand on se dit qu'on a des présentations qui peuvent être frustres comme celle-là. On va voir un petit peu comment on doit penser à rechercher ces anticorps. Alors, on a quelques questions. Guido, je ne sais pas si tu en as vu quelques-unes. Oui, je me permets de relayer la première question qui vient de Thomas Palpa-QR, qui pose la question de Mulhouse d'ailleurs, qui est passé dans notre service à l'époque quand même. Donc, il veut savoir si un antécédent infectieux clair avant l'encéphalite avec anticorps à haut risque et TAP et TEP scan négatif peut-on arrêter là dans la recherche du cancer? La question, c'est à partir du moment où on a un syndrome pseudo-infectieux avant, est-ce qu'on peut ne pas chercher? On a eu un problème infectieux clair avec encéphalite à anticorps au risque, étape et PET négatif. Peut-on s'arrêter dans la recherche du cancer? Non. À partir du moment où il y a un anticorps à haut risque, il y a un cancer associé. Alors, paradoxalement, on est en train de retravailler le sujet. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu d'article qui a regardé exactement à quel moment on met en évidence le cancer, par quels examens et avec quelle fréquence. Donc, tout le monde le dit par habitude, mais on ne sait pas quelle est la rentabilité de répéter. En tout cas, à partir du moment où c'est à haut risque, il ne faut pas se contenter d'une origine potentiellement infectieuse. Il faut rechercher le cancer et le poursuivre dans les mois qui suivent. Très bien, merci. Alors, on a une autre question. On ne va pas toutes les poser, on va regarder pour la fin parce que sinon, on va regarder un petit peu de questions. Mais là, il y en a une que je trouve intéressante. Comment sont les biomarqueurs amyloïdes, tau, dans les cas d'encéphalite dans lesquels il y a des troubles cognitifs? Est-ce qu'ils sont perturbés, ces biomarqueurs? Alors oui, on a publié là-dessus. Ils sont perturbés. Pas l'hyperphosphorylation observée dans les maladies d'Alzheimer, mais on voit, suivant la nature de l'encéphalite, notamment s'il y a une mort neuronale extrêmement importante, c'est le cas des anti-AK5 par exemple, il y a des taux de protéines tau qui sont très élevés, mais non phosphorylés. Et la 14-3-3 peut être très élevée s'il y a une mort neuronale associée importante.
Les marqueurs inflammatoires peuvent être également utilisés, comme la néoptérine ou l'IL6 ou l'IL10 peuvent être augmentés en cas d'encéphalite auto-immune. Mais c'est très variable en fonction de l'anticorps, de l'agressivité de la maladie et des patients. Alors justement, sur l'anticorps, on a une question spécifique aussi d'un de nos collègues qui nous pose la question des biomarqueurs pour les encéphalites à anticorps anti-LGI1. Est-ce qu'il y a spécifiquement dans celle-là, est-ce que ça a été testé? Est-ce qu'il y a des données de PET scan cérébral? Oui, il y a des données de PET scan avec un hypermétabolisme des noyaux gris centraux qui est très évocateur de cette encéphalite à anticorps anti-LGI1. Et les biomarqueurs sont plutôt élevés sans qu'il y ait de profil particulièrement associé. C'est-à-dire c'est une augmentation de la protéine tau qui peut être variable d'un patient à l'autre, mais pas de profil type Alzheimer. Ah, d'accord. Bien, et bien, je vous propose, sauf si Guido, tu as une autre question brûlante, avant de passer à l'orateur suivant. Non, je propose effectivement de les garder un peu sous le coude. On les garde sous le coude alors. N'hésitez pas à les poser et puis on essaiera d'y répondre. Et je vous propose que l'on enchaîne avec la présentation du docteur Émilien Bernard, qui est praticien hospitalier dans le service des pathologies neuromusculaires et du motoneurone à l'hôpital neurologique à Lyon et qui est coordinateur du centre SLA de Lyon. Émilien, je te laisse la parole. C'est bon, merci, j'avais le son. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Donc, Émilien Bernard, je coordonne le centre SLA à l'hôpital neurologique à Lyon et je vais vous parler d'une maladie de description récente et totalement passionnante puisqu'on découvre la sémiologie de cette maladie et qui, pour le dire simplement, est un diagnostic différentiel de la SLA. Je vais vous parler du premier patient diagnostiqué dans le service. Ce diagnostic est récent, il date de la fin de l'année dernière. Il s'agit d'un patient de 64 ans qui a pour principal antécédent, avant son arrivée à l'hôpital neurologique, et c'est très important, un suivi pneumologique lourd avec un diagnostic initial de syndrome d'apnée du sommeil extrêmement sévère ayant débuté en 2017, appareillé par une CPAP qui était extrêmement mal tolérée. Et dans les années qui ont suivi, se sont installées une insuffisance respiratoire avec l'apparition d'une hypercapnie, une acidose respiratoire qui a nécessité le remplacement de la CPAP par une VNI 3 ans plus tard. Il n'a pas d'autres gros antécédents personnels, excepté à noter une hypotension artérielle de survenue à peu près contemporaine. L'histoire de la maladie, et c'est ça vraiment donc, pour laquelle il faut s'imprégner de la chose, commence en 2016 par des troubles du sommeil très sévères pour lesquels le patient a consulté à de nombreuses reprises. Ces troubles du sommeil sont rapportés par le patient comme tout d'abord la survenue d'insomnie nocturne. Le patient n'arrive pas à dormir et il a ce qu'il qualifie de spasmes, soit des bras, soit des jambes. Et surtout, chose très impressionnante, en pleine journée, il a des accès d'hypersomnie brutale, à tel point que sa femme nous a informé qu'elle l'a retrouvé endormi à côté de sa tondeuse à gazon alors qu'il était en train de tondre la pelouse. Il était appareillé, suivi par les pneumologues jusqu'à présent, et un an plus tard sont apparues deux choses nouvelles. La première, et qui est encore à l'heure actuelle mal expliquée, la présence de céphalées en casque, irradiant vers la mâchoire et surtout qui sont déclenchés par la déglutition. Et l'autre chose majeure, c'est la survenue d'une dysphagie très particulière qu'on appelle apraktophagie. C'est une impossibilité à déglutir de façon volontaire sa salive. Le patient n'est en mesure d'avaler que lorsqu'il est stimulé, soit par des aliments, soit par des liquides. Et ça se manifeste par le fait qu'il a en permanence une grande quantité de salive en bouche qui est obligé de cracher régulièrement dans la journée. Il existe une très légère dysphonie associée, mais hors de proportion avec l'intensité de la dysphagie, et une toute petite dysarthrie. On retient surtout, et c'est le motif le plus souvent de consultation auprès du neurologue, la présence d'une dysphagie majeure. Anecdotique. Et d'ailleurs, cette dysphagie a été responsable d'une fausse route qui a entraîné un arrêt cardio-respiratoire et le patient a été transféré en réanimation dans les suites. Heureusement,
les choses il s'en est sorti. Il n'y a pas, les autres choses à noter sont depuis à peu près 2 ans des troubles de l'équilibre assez discrets qu'on pourrait qualifier de discrète ataxie, mais la marche est possible sans aide de façon illimitée. De même, sa famille et le patient est chef d'entreprise actif, se plaint de troubles mnésiques et troubles attentionnels récents, mais qui sont intégrés à la présence d'une hypercapnie majeure qui peut expliquer à elle seule ces symptômes. L'examen clinique, la première fois qu'on a vu le patient, les choses importantes à retenir, c'est la plainte principale du patient, c'est ses douleurs mandibulaires et surtout cette dysphagie dont je viens de vous parler. La marche est globalement normale, surtout dans le cas du diagnostic différentiel de la SLA, on est frappé par le fait qu'il y a une insuffisance respiratoire très importante. Le patient a une hypercapnie continue, la NVNI. Quand il s'agit d'une SLA, en général, il y a de façon associée au moins une atteinte axiale avec une petite cantochormie ou un déficit de la racine des membres supérieurs. Il y a rarement une hypercapnie isolée. Et là, le patient n'a aucun déficit moteur aux 4 membres. En revanche, il est indéniable qu'on observe des petites fasciculations, pas très fréquentes, mais qu'on retrouve un petit peu partout à la racine des 4 membres et aussi au niveau des premiers interosseux. Chez notre patient, il n'y a pas de syndrome pyramidal, les réflexes sont normaux, même si cela a pu être noté chez d'autres patients. Et surtout, ce qui est extrêmement impressionnant, c'est pendant la visite, vers midi, le patient qui était en train de discuter avec nous s'est tout d'un coup levé de son lit, est parti aux toilettes s'asperger vigoureusement le visage, a essayé de se donner des claques et a brutalement eu envie de s'endormir et s'est endormi devant nous immédiatement en s'excusant de le faire pendant la consultation. À ce moment-là, il est absolument très, très, très difficilement réveillable. Sa femme, comme ces épisodes se sont répétés plusieurs fois, n'est jamais très inquiète de la situation lorsqu'elle survient. En revanche, un épisode est survenu pendant le week-end et il a été intubé par nos réanimateurs à cette occasion. Heureusement, là encore, sans conséquences graves. Je vous ai dit qu'il y avait des petites fasciculations. L'électromyogramme, je ne vous ai pas mis les conductions motrices et sensitives qui sont normales, ainsi que les amplitudes des réponses. En revanche, on trouve effectivement des fasciculations un petit peu éparses, mais plus que ça, également des activités de dénervation, en l'occurrence chez notre patient dans les premiers interosseux, qu'on avait initialement rattaché à un rachis arthrosique, mais qui finalement est également rapporté dans ce contexte et qui peut, en tout cas juste sur le papier, effectivement faire évoquer une pathologie du motoneurone. Je vais vous montrer maintenant une liste des différents examens complémentaires qu'on a fait chez ce patient. La ponction lombaire est strictement normale pour ce qui est de la présence de cellules, qu'il n'y a pas d'hypercellularité, la protéinorachie est normale, il n'y a pas de bande oligoclonale surnuméraire. On parlait il y a 5 minutes des biomarqueurs des pathologies dégénératives. Il n'y a pas d'argument pour, par exemple, une maladie d'Alzheimer, bien entendu, mais comme vous le verrez plus tard, cette pathologie de description récente sur le plan anatomopathologique est une taupathie. Donc on aurait pu penser que ces marqueurs fluctueraient, ce n'est pas le cas chez ces patients. Et ne bouge pas non plus les neurofilaments, dont vous savez qu'ils sont très utiles dans le cadre du diagnostic différentiel de la SLA. Et chez lui, ils sont normaux, alors que dans la SLA, on peut s'attendre à des taux 10 fois plus élevés. Mais je vous informe tout de suite que ces neurofilaments peuvent être augmentés chez certaines formes sévères d'Iglon-5. L'IRM cérébrale est grosso modo peu informative, une discrète atrophie frontale. Pour être complètement honnête avec vous, après fine relecture des images, mais c'est en cours de travail, il existerait certains signes un peu spécifiques de la maladie, mais en gros, ça passe inaperçu au premier clou d'œil et de la majorité des radiologues non avertis. Je vous montre ici pour une des premières fois, puisqu'il y a un seul article publié de PET scanner cérébral dans le contexte d'Iglon-5, la présence très inhabituelle et peut-être très caractéristique d'un hypermétabolisme des noyaux gris centraux, mais surtout du mésencéphale et du pont, comme vous le voyez très bien sur les 3 reconstitutions du bas, avec ce grand V rouge, qui, pour être honnête, ne m'évoque pas grand-chose, enfin que je n'avais pas forcément rencontré dans d'autres situations. Bien sûr, on n'a pas de… si d'autres personnes dans l'audience ont des PET scans d'Iglon-5 qui souhaitent les colliger, nous sommes intéressés pour les partager. Bien sûr,
je ne vous cache pas que le diagnostic était un peu complexe chez ce patient. Comme c'était notre premier patient, on n'a pas fait le diagnostic immédiatement. On était plutôt heureux que Jérôme Honorat nous appelle pour nous informer qu'il y avait sur l'immunohistochimie la présence d'un marquage très évocateur d'anticorps anti-Glone5, confirmé par un CBA, qui est un test qui met en évidence la présence de l'auto-anticorps sur des cellules qui expriment la protéine cible. Alors, qu'est-ce que c'est que cette maladie? Et donc, elle a été décrite en 2014, initialement surtout sur l'angle des troubles du sommeil. Elle touche a priori autant les hommes que les femmes, mais vous le verrez, quand il existe une part d'atteinte du motoneurone, c'est surtout des hommes a priori. Ça touche entre la fin de la cinquantaine et 70-80 ans. Plusieurs années se sont souvent écoulées, contrairement à la SLA, ça a l'air d'être quand même quelque chose de plus lentement évolutif et peut être éventuellement quelque chose déjà de discriminant. Tous les patients ont des comportements anormaux pendant la nuit. Encore faut-il que les patients dorment avec leur épouse, qui puissent les rapporter, d'où l'importance, comme le disait Jérôme, de les enregistrer, bien entendu. Ces troubles du comportement, on les verra un petit peu après. Ils ont souvent quasiment tout le temps une apnée du sommeil, souvent un stridor. Les épisodes d'endormissement brutaux en cours de journée que je vous ai décrits avec ce patient ne sont en revanche pas constants, alors que c'est vraiment quelque chose de très impressionnant sur le plan clinique. Et j'espère qu'après cette présentation, vous ne le raterez pas. Les troubles cognitifs ne sont pas très fréquents. L'instabilité, une petite note ataxique, peut être absente ou sévère. Il peut y avoir une chorée, comme montré sur la vidéo précédente, et des troubles oculomoteurs, absents chez ce patient, mais présents chez d'autres, qui peuvent avoir fait évoquer une PSP. L'atteinte bulbaire, c'est surtout les troubles de déglutition au premier plan, mais dans ces premières descriptions des 8 premiers patients, il n'y avait pas notion d'atteinte du motoneurone périphérique. On reparlera probablement en discussion de la potentialité de traitement de cette maladie. Pour revenir sur les troubles nocturnes, donc ça peut être des vocalisations plus ou moins complexes, des mouvements pareil, réflexes ou un peu plus complexes. Donc on retient, on associe cette parasomnie et ces endormissements en journée. Une fois cette description initiale en 2014, vous imaginez que des cas dans le monde entier ont été décrits. Je vous montre juste une petite description d'un cas qui rapporte mais exactement la même chose. Une patiente de 54 ans qui présente au travail des accès d'endormissement brutaux et ses collègues ont du mal à la réveiller et s'associe, d'après son mari, pendant la nuit à des mouvements anormaux et des troubles de déglutition. Surtout, et c'est aussi pour ça que dans le domaine de la SLA, on a eu la puce à l'oreille, une équipe suisse a publié cet article dans Neurology l'année dernière qui montre une série de 5 patients qui ressemblent beaucoup à une SLA. On va discuter après pourquoi il y a beaucoup de choses qui peuvent dire que ce n'est pas une SLA, mais en particulier parce qu'ils présentent une atteinte du motoneurone. La raison à chaque fois de consultation auprès du neurologue, c'était les troubles de déglutition. Les symptômes, les patients étaient tous des hommes, comme je vous ai dit. La présence d'anticorps anti-Glone5, c'était en général à la fois dans le sérum et dans le LCR, mais il y avait certains patients où c'était que dans le sérum. On en discutera peut-être avec Jérôme, mais il est très probable qu'il faille faire simultanément les deux analyses. Et comme vous le voyez, dans ces atteintes motrices, on trouve des fasciculations et des petites anomalies AMG qui ne sont pas forcément autant florides qu'une SLA, mais qui sont indiscutables dans la majorité des territoires. Point important et qui justement différencie encore un petit peu cette maladie des autres encéphalites auto-immunes. Alors Jérôme disait à l'instant que la réponse au traitement était bonne. Ce n'est pas forcément ce qui est rapporté dans la littérature, même si les traitements sont très hétérogènes. Sur ces 5 patients, aucun ne s'est amélioré, à part peut-être un, et la maladie est suffisamment grave pour nécessiter une gastrostomie et voire une trachéotomie. Donc, le message à retenir, c'est ce sont des patients qui sont adressés par le pneumologue parce qu'ils se battent pendant des années en raison de troubles du sommeil qu'ils ont du mal à comprendre et apparaissent des troubles de déglutition qui sont au premier plan. Souvent, le patient a donc une hypercapnie, des troubles de déglutition, un EMG qui retrouve
des fasciculations relativement isolées. La différence avec la SLA, c'est que la SLA, quand il y a des énormes troubles de déglutition, en général, il y a une dysarthrie qui est à peu près du même niveau. Là, ce qui est important, c'est qu'il y a une grosse dissociation entre l'importance de la dysphagie et la dysarthrie qui est souvent au second plan. Et puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est rare qu'on ait une insuffisance respiratoire dans la SLA sans atteinte spinale. Par ailleurs, il y a souvent une camptocormie, une atteinte des membres. Surtout les patients avec Glon5 ont une histoire de la maladie, comme vous pouvez le voir pour ce patient-là, qui date de 5 ou 6 ans. D'accord ? Bien sûr, il y a encore beaucoup de choses à apprendre de cette maladie. Elle est considérée comme émergente. Depuis qu'on a beaucoup appris sur ce patient, on a déjà fait un deuxième diagnostic le mois dernier. Je ne vous l'ai pas décrit, l'histoire est rigoureusement la même. Un patient suivi par les pneumologues qui présente des troubles de déglutition et des fasciculations diffuses. Là, les deux patients, un diagnostiqué à la fin de l'année dernière, l'autre le mois dernier, à Lyon, sont tous traités par endoxan rituximab plus ou moins corticoïde. Je n'ai pas suffisamment de recul pour vous dire quoi que ce soit de l'utilité de cela. On a peut-être comme biomarqueur l'utilisation, la réutilisation des PET scanners qui ont l'air de montrer des choses. Et pour vous dire que cette maladie est émergente, donc la série initiale avait 8 patients. Et là, dans Brain, il vient d'être publié déjà 56 patients allemands. Je crois qu'il y a une trentaine de patients déjà diagnostiqués en France. Et très probablement, les centres SLA vont être en première ligne pour essayer de les trouver. Je vous remercie. Je suis à disposition pour toute question. Alors, merci beaucoup. C'est vraiment passionnant et intéressant. Et j'imagine que cette présentation va peut-être permettre à certains qui sont présents d'être très nombreux, hein, plus de 220 présents en live et puis bien sûr plus de personnes qui vont voir ensuite cette présentation, de peut-être penser à ce diagnostic dans des cas particuliers. Je profite d'un message directement pour Jérôme de la part de Joël Auger de Vancouver. On nous écoute de bien loin, qui te passe le bonjour. Et sinon, concernant les... Voilà. Concernant les questions, est-ce que Guido, tu souhaites présenter peut-être une ou deux questions qui nous ont été posées? Alors, spécifiquement pour cette topo, il y avait la question des données NMG. Hop. Pardon. Ah, ça bug là. Ou moi je bug, je sais pas. Mais... Alors, les données ENMG de la face, c'est ça, est-ce qu'il y avait des données pour ce patient? Donc, les données EMG, je peux vous les remontrer, hein, c'est surtout ça joue à l'aiguille parce que les amplitudes motrices et sensitives distales sont globalement normales. Ce patient en question avait des ondes F un peu allongées, mais il avait un rachis arthrosique, c'est difficile à dire. Et donc, on retrouve voilà, c'est surtout des fasciculations, mais bien sûr, vous voyez des fibrillations des ondes plantes positives dans les premiers interosseux. Ça pourrait être un début de SLA. À la différence principale de la SLA, c'est que le patient n'a aucun déficit moteur nulle part. Alors, peut-être que si on attend, avec le temps, ça arriverait, mais il n'y a pas d'amyotrophie, ni de la langue, ni des mains, ni de quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment un critère distinctif important, c'est qu'il y a une sorte de discordance entre ces fasciculations très profuses et un patient qui n'a pas vraiment de tableau moteur, sauf à l'étage bulbaire. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, je pense, très bien. Et est-ce que, pour compléter, est-ce qu'il y a une recherche étiologique à faire spécifique pour ce tableau, notamment recherche de cancer ou... De façon très importante, donc pour faire des diagnostics, dans un premier temps, il faut lire la littérature et surtout avoir vu son premier patient, je pense, comme toutes les maladies neurologiques rares. Et ensuite, c'est là pour le moment, on est à côté de Jérôme, on envoie les prélèvements au centre de référence. Il y a la totale, c'est-à-dire l'immunohistochimie, le CBA, le test plasmatique. Et je pense qu'en tout cas, pour le moment, je pense que tu es d'accord, Jérôme, il faut faire ces deux analyses simultanées lorsqu'on a la moindre suspicion. Il faut vraiment le demander spécifiquement parce qu'il n'est pas dans les tests commercialisés. Et je voulais insister sur, c'est pas du tout les neurologues qui habituellement nous envoient les suspicions de pathologie auto-immune qui voient ce type de patient.
Et on a longtemps été très loin des autres pays européens pour le diagnostic. On avait 1 ou 2 patients par an depuis 7 ans. Et là, ces derniers mois, on a pratiquement un patient par mois qui est diagnostiqué. Et je pense que c'est réellement lié à la nature des neurologues et la façon dont ils pensent à une pathologie auto-immune qui fait qu'on augmente le nombre de cas. Et il faut bien les chercher dans le sérum et dans le liquide céphalorachidien. Qui amène presque à une question philosophique qu'on avait déjà évoquée au JNLF. Dès qu'on a un patient avec une maladie neurodégénérative ou une présentation un peu bizarre, est-ce qu'il faut vraiment maintenant faire un bilan tout azimut et chercher tous les anticorps? Est-ce qu'il faut tout envoyer ou comment est-ce que tu vois les choses? Je pense qu'il faut être assez large à partir du moment où on n'est pas dans les critères habituels. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous propose Céline, oui, vas-y. L'autre chose importante, je pense que le neurologue n'est pas encore assez sensibilisé aux troubles du sommeil. Et le dernier patient qu'on a diagnostiqué, ça paraissait un peu bizarre aux cliniciens qui l'avaient vu. Quand j'ai demandé est-ce qu'il avait des troubles du sommeil, en fait, il était appareillé depuis 5 ans, mais ça paraissait normal tellement il y a de patients appareillés qu'on peut voir en consultation. Et donc, il faut être très vigilant sur ce point. À partir du moment où le patient est appareillé, il faut se dire, ah, il y a quelque chose. Et insister, vous l'avez vu avec les 2 observations d'Emilien, ça dure depuis entre 5 et 10 ans. Donc, ce n'est pas du tout une pathologie qui s'est mise en place de façon subaiguë. Donc, ça change complètement la façon dont on doit envisager la prise en charge diagnostique de ces patients. D'accord. Eh bien, écoutez, je vous propose d'enchaîner avec la présentation de Bastien Joubert. Donc, Bastien Joubert qui est praticien hospitalier universitaire dans le service de neuro-oncologie de l'hôpital neurologique de Lyon, également sur l'hôpital Lyon-Sud. Bastien, merci beaucoup d'être présent et nous t'écoutons. Bonjour, avec plaisir. Vous m'entendez? Oui, parfaitement. Vous m'entendez bien, parfait. Merci beaucoup. Très bien. Oui. Bon, je continue. Merci beaucoup vraiment pour cette invitation. Alors, je ne vais pas parler d'une maladie qui mime la SLA, mais je vais quand même parler de quelque chose qui peut être d'une encéphalite, qui peut s'avérer trompeuse, très trompeuse. Et donc, je voulais reprendre un petit peu quelques cas cliniques avec vous. Alors, pourquoi ça pourrait être trompeur une encéphalite auto-immune? Parce que finalement, quand on regarde les critères qui ont été établis par les experts du sujet il y a quelques années, on a l'impression que l'encéphalite auto-immune, c'est un cadre clinique assez restreint. Et notamment, on a beaucoup insisté sur le fait que pour parler d'une encéphalite auto-immune, il fallait avoir une amnésie antérograde, des troubles de la mémoire, des troubles du comportement, bref, des symptômes limbiques. Et puis que ces symptômes limbiques, très évocateurs, ils surviennent de façon rapide, sur moins de 3 mois. Ça, c'était vraiment les éléments clés pour parler d'une encéphalite auto-immune. Et puis, vous pouviez avoir des éléments qui peuvent vous aider vers ce diagnostic. Un LCR inflammatoire, un EEG qui vous oriente là encore vers le lobe temporal, et puis une IRM qui peut vous montrer des hypersignaux bitemporaux. Et je voudrais vous me raconter l'histoire d'un premier patient pour lequel la situation n'est peut-être pas si évidente que ça. Ce patient, c'est un collègue, c'est un psychiatre, il a 60 ans, et il va présenter des épisodes de troubles du langage transitoires qui s'associent à des clonies du membre supérieur droit et à une amnésie lacunaire post-critique. Donc à ce moment-là, on se pose la question effectivement d'une crise d'épilepsie, éventuellement à point de départ temporal, mais c'est complètement isolé, il va très bien à part ça, il est traité, le bilan est négatif, il y a une imagerie à l'époque qui ne montre rien de particulier, et on ne fait rien de spécial. Et puis le temps passe, il continue à avoir des petits épisodes, et au bout de 3-4 mois, il se met à développer une insomnie
qui ne lui est pas habituel du tout, qui n'explique pas, il n'y a pas de contexte anxieux particulier, mais il dort très mal et il n'arrive pas bien à caractériser, à dire pourquoi. Simplement, il se réveille de façon régulière, il a un peu de mal à s'endormir aussi, c'est pas très clair. Mais on ne s'inquiète pas plus que ça reste des symptômes très peu spécifiques. Et 2 mois après, il va à nouveau développer des troubles neurologiques transitoires. Mais cette fois-ci, il ne s'agira pas de troubles du langage, il s'agira de troubles de l'équilibre, une ataxie statique très transitoire qui s'associe à des troubles élocutoires, à une dysarthrie qui peut faire cérébelleuse, mais c'est difficile à dire parce qu'en fait, c'est des événements qui sont extrêmement brefs et qui peuvent survenir de façon irrégulière, parfois plusieurs fois par jour, parfois une fois par semaine. Parfois, c'est spontané, parfois, c'est déclenché par l'orthostatisme. Donc, c'est un symptôme un peu difficile à interpréter, un peu curieux. Et finalement, c'est au bout d'1 an après le tout premier symptôme que le patient va faire une crise généralisée et enfin des épisodes répétés d'amnésie antérograde transitoire avec un EEG qui est ralenti en frontal. Et on commence à se poser la question d'une maladie neurologique évolutive. L'IRM montre des anomalies des régions temporales, mais qu'on peut aussi interpréter éventuellement comme du post-critique, c'est pas très clair. Et finalement, il va continuer à évoluer et au bout de 16 mois, il va développer les fameux troubles cognitifs de l'encéphalite limbique, l'amnésie antérograde permanente, un syndrome dysexécutif. Et chez ce patient, il sera donc passé beaucoup de temps et c'est seulement en fait au moment de la crise généralisée, 1 an après le début des symptômes, qu'on va trouver des anticorps anti-Casper2 dans son LCR. Donc ça, c'est une première histoire, une histoire assez prolongée comme ça. Et puis, je vais vous parler d'une deuxième histoire, un homme du même âge à peu près, qui lui est banquier, voilà. Et l'histoire est différente dans la mesure où ce qui cause le premier symptôme à apparaître, c'est pas du tout des crises d'épilepsie, ce sont des sensations de brûlure des 2 pieds. Il a des sensations de brûlure des 2 pieds inexpliquées, complètement isolées dans un premier temps, alors qu'il n'a pas de raison particulière pour ça a priori, il n'a pas de diabète, il n'a pas d'antécédent particulier, juste il a les pieds qui le brûlent. En 3 mois, les sensations de brûlure s'étendent de façon très lente aux membres inférieurs, apparaissent des crampes. Il fait aussi des petits malaises et son médecin traitant met en évidence une hypotension orthostatique. Lui aussi se met à avoir des troubles du sommeil et en plus il perd du poids. On a du mal à l'époque à faire le lien entre tout ça et il se passe du temps, beaucoup de temps, jusqu'à ce que 1 an après le début des symptômes, il fasse, comme le patient précédent, des épisodes d'ataxie statique très transitoires qui surviennent à l'orthostatisme ou qui surviennent de façon spontanée. Et par hasard, alors que finalement la clinique n'évoquait pas trop une épilepsie, il a un EEG qui va montrer des paroxysmes temporaux. Le temps passe et presque 2 ans après le début, là, il commence à faire des crises temporales typiques. Et seulement ensuite, il va développer des troubles de mémoire antérogrades avec des troubles du comportement. Et en parallèle, il va également développer un syndrome anxio-dépressif qui semble pas tellement lié au retentissement de sa maladie, mais peut-être plus lié à la maladie elle-même. En tout cas, on ne trouve pas de facteur causal très évident à cette anxiété, à cette humeur triste. Et lui aussi, les anticorps anti-Casper2, alors l'IRM est normal, pardon, mais lui aussi, les anticorps anti-Casper2 vont être trouvés tard, encore une fois, 1 an après le début des symptômes, simplement quand il a commencé à avoir des signes plus d'allure centrale, qui faisaient plus éventuellement ataxie cérébelleuse. On lui a fait la ponction lombaire, on est tombé sur ces anticorps. Dernier cas clinique, c'est un homme de 69 ans qui est un ouvrier à la retraite. Lui, le tableau est différent. Il va développer au début un tableau cérébelleux, une ataxie cérébelleuse subaiguë qui va installer comme ça sur 2 à 3 mois, une ataxie pancérébelleuse avec des troubles de la marche, une dysarthrie, une dysmétrie. On lui fait à ce moment-là une IRM qui s'avère normale et puis on lui fait une ponction lombaire qui est inflammatoire. Donc on a l'impression qu'on est plutôt dans le cadre d'une ataxie cérébelleuse inflammatoire. C'est pas paranéoplasique, on ne trouve pas de cancer et on le traite comme tel avec des immunoglobulines intraveineuses, des choses comme ça. Et puis le temps passe et finalement, 3 mois plus tard, il va faire une crise généralisée tonico-clonique. Progressivement, à partir de cette crise généralisée tonico-clonique, vont se développer de façon très lente. Là, pour le coup, on pourrait parler d'une présentation pseudo-dégénérative, de troubles cognitifs, avec des troubles qui sont un peu polymodaux, mais qui prédominent quand même sur la mémoire antérograde et sur un aspect un peu comportemental, peut-être un peu dysexécutif.
En parallèle, il va développer des troubles de l'humeur avec une anxiété importante et une idée de ruine, une idée qu'on ne va jamais y arriver, des idées très négatives. 15 mois après le début des symptômes, il va se mettre à faire ce qu'il n'avait jamais fait auparavant, c'est-à-dire des ruptures de contact très brèves, avec peut-être pas tellement de signes d'accompagnement, en tout cas pas à l'interrogatoire, qui vont nous faire évoquer des crises d'épilepsie temporale, mais la certitude n'est pas absolue. Le temps va continuer à passer, il va développer des symptômes qui n'ont pas beaucoup de rapport à première vue, des douleurs neurogènes quadridistales, un peu comme le patient précédent, mais là pour le coup beaucoup plus tard, et des signes dysautonomiques, en l'occurrence une dysfonction érectile. Et on va trouver les anticorps anti-Casper2 très tardivement, 15 mois après le début, au moment où le patient fait en fait ses crises d'épilepsie plus d'allure temporale. Donc, si on fait la synthèse de ces trois patients, ils ont une histoire qui est différente les unes des autres. Ça semble très hétérogène, mais en fait, si on fait un peu une synthèse, on s'aperçoit que c'est tous des hommes déjà. Ils ont tous les trois, plus de 50 ans, plus de 55 ans, et ils ont tous développé un tableau progressif, un petit peu en marge d'escalier, sur au moins un an. Et ce tableau progressif très lent, il va systématiquement inclure trois types d'atteintes neurologiques, des douleurs neurogènes d'abord, ensuite une ataxie cérébelleuse, et la particularité de cette ataxie cérébelleuse, c'est qu'elle n'est pas forcément permanente. Les patients vont se présenter avec des symptômes cérébelleux, pancérébelleux le plus souvent. Vous avez une atteinte à la fois de l'articulation, de la statique et une dysmétrie. Et cette atteinte cérébelleuse, elle peut être donc transitoire, durer quelques secondes à quelques minutes, parfois déclenchée à l'orthostatisme, parfois déclenchée aux émotions, ce qui en fait nous a initialement fait penser aux ataxies épisodiques génétiques, sauf que ces patients n'avaient pas de mutation connue pour donner ça. Et le troisième symptôme, c'est les signes d'encéphalite limbique, mais vous l'avez vu, ils ne sont pas là forcément au début, et surtout, ils ne sont pas là tous au début, et certains vont manquer, vont apparaître très tardivement. Donc, dans la mesure où il n'y avait pas un syndrome d'encéphalite limbique complet, le diagnostic a été retardé chez ces patients. De façon un peu assez intéressante, il y a des signes d'accompagnement en plus de ces symptômes neurologiques. Les patients maigrissent. Vous avez vu qu'il y en avait 2 qui étaient insomniaques. On note des petits signes de dysautonomie, l'hypotension orthostatique, la dysfonction érectile qui arrivent, et puis des troubles de l'humeur aussi qui s'accompagnent de ça. Vous avez vu que chez ces patients, le LCR et l'IRM sont inconstamment pathologiques, donc ils n'ont pas été d'une grande aide pour orienter le diagnostic vers une encéphalite limbique auto-immune, mais pourtant, quand on a fini par faire la ponction lombaire et chercher les anticorps, eh bien, il y avait des anticorps anti-Casper2 à très fort titre dans le LCR. Alors, est-ce que ces trois présentations sont compatibles finalement avec une encéphalite anti-Casper2? On dit toujours que quand on a un anticorps qui donne un résultat bizarre, il faut se poser la question de la présentation clinique, est-ce qu'elle est compatible avec cet anticorps? Eh bien, en fait, elles sont plutôt compatibles. On a repris récemment avec une collègue de Nice l'ensemble des cas d'anticorps anti-Casper2 en France, et on a rapporté plusieurs choses. Alors, des choses qui avaient déjà été rapportées par d'autres, déjà, c'est l'extrême prédominance masculine de ces patients. L'immense majorité des cas, c'est des hommes. On ne sait absolument pas pourquoi. Ces hommes, ils ont tous entre 55 et 75-80 ans. C'est a priori pas paranéoplasique. On a quelques associations de cancers très diverses qui nous semblent fortuites, mais on n'a pas pu mettre en évidence de lien paranéoplasique très clair. Et par contre, c'est une maladie qui est très liée à l'HLA. Plus de 90% de ces patients ont cet allèle HLA DRB1 1101, ce qui fait penser qu'il y a un terrain génétique très fort derrière cette maladie en fait. On a à l'heure actuelle 15 cas rapportés par an dans le pays. Il est probable que ce soit juste le sommet de l'iceberg parce que vous avez vu la grande diversité des symptômes. C'est probablement très difficile de faire ce diagnostic et on est fort probable qu'il y ait beaucoup de patients qui passent à l'as et qu'on ne détecte pas. Je reviens sur les trois types de symptômes. C'est effectivement chez tous les patients, on va retrouver ces trois types de symptômes et quasiment tous vont les avoir en même temps si on prend la maladie sur l'ensemble de son évolution. Ces trois symptômes majeurs de l'encéphalite Casper2, c'est les signes limbiques, les crises, l'amnésie,
l'ataxie cérébelleuse, qui peut être épisodique, et les douleurs neurogènes, qui sont plutôt des douleurs à type de brûlure, dans une topographie plutôt longueur dépendante. Sont particulièrement évocateurs chez ces malades l'ataxie cérébelleuse épisodique, qu'on retrouve chez 30% de mémoire des patients, et l'hyperexcitabilité du nerf périphérique. En fait, l'hyperexcitabilité du nerf périphérique, on pense qu'elle est à l'origine des douleurs neurogènes. C'est des patients qui, en plus des douleurs neurogènes, vont avoir des crampes, des fasciculations, éventuellement une hypersudation, souvent des signes assez modérés, mais qu'on observe et qui sont quand même très évocateurs d'une atteinte de type spectre de Casper II. Et puis, un autre élément qui doit orienter le diagnostic, c'est les signes non neurologiques qui sont relativement fréquents et qui sont toujours du même registre, la perte de poids, les troubles du sommeil, que pour l'instant on n'a pas bien pu caractériser, on ne connaît pas leurs caractéristiques, et les patients ont très souvent une symptomatologie anxio-dépressive, sans qu'on sache très clairement si c'est directement lié à la maladie ou si c'est la conséquence de cette maladie chronique. On pencherait plutôt pour la première hypothèse parce que ça peut survenir très tôt dans la maladie, alors même que les patients ne sont pas très gênés. Et les anticorps sont tous présents à très haut titre chez les patients dans le liquide céphalorachidien. Donc ces trois symptômes sont très importants. Le problème, c'est que vous l'avez vu, ils s'installent pas, ils ne sont pas là présents d'emblée systématiquement chez les patients. Au contraire, c'est même plutôt l'inverse. Au tout début de la maladie, à la présentation initiale, la majeure partie des patients, ils n'ont qu'un seul de ces trois symptômes. Dans la majeure partie des cas, c'est des crises d'épilepsie qui sont parfois un peu frustres, dont on ne fait pas toujours le diagnostic tout de suite. Parfois, c'est juste des douleurs neurogènes, parfois, c'est juste de l'ataxie. Plus le temps passe et plus le patient avance dans sa démarche diagnostique, dans son parcours de soins, plus les symptômes vont s'accumuler. Et on a encore une fois cette progression en marge d'escalier, en accumulation. On va avoir tous les symptômes qui vont apparaître les uns après les autres. Et à la fin de la maladie, tous les symptômes vont être là. On va avoir plus d'éléments pour faire le diagnostic, mais ce sera très tard après le début des symptômes. Et probablement, on aurait eu intérêt à faire le diagnostic plus tôt pour traiter plus tôt les patients et peut-être les aider un peu plus. Alors, qu'est-ce que c'est que ces anticorps anti-Casper2? En fait, c'est des anticorps qui sont dirigés contre une protéine qui est à la surface des neurones. Une protéine qui a un rôle, sans doute un rôle important. On ne connaît pas tous ses rôles. Elle semble être assez versatile, avoir des rôles divers en fonction des endroits où elle est exprimée dans le système nerveux. Et elle interagit avec d'autres protéines à la surface des neurones, ce qui lui permet d'entraîner le recrutement d'autres protéines, d'améliorer les connexions entre les synapses, etc. Et donc, on a vu que ces anticorps, ils sont capables de se fixer sur Casper2, de bloquer l'interaction entre Casper2 et d'autres protéines, et même de provoquer une internalisation de Casper2. Donc Casper2, qui était à la surface, se retrouve internalisé, et du coup, ne peut plus jouer son rôle de protéines comme ça un petit peu médiatrices, et probablement c'est ça qui explique les symptômes. On a montré ça sur des neurones en culture, on a montré ça aussi chez l'animal, quand on injecte les souris avec des anticorps de patients, ça entraîne des perturbations synaptiques et ça induit des troubles de la mémoire chez les animaux. Donc c'est tout à fait logique que les patients qui ont des anticorps anti-Casper2 à fort titre dans le LCR développent des tas de symptômes et en particulier des troubles de mémoire. Néanmoins, on sait que c'est des patients qui vont avoir un pronostic plutôt favorable à la fin. Ça, c'est l'étude donc de Jeanne Benoît à Nice sur l'ensemble des patients français, où l'on voit que malgré la grande latence au diagnostic, le fait que les patients ne remplissaient pas les critères et du coup n'ont pas pu les détecter tout de suite, et qu'ils ont été traités très tardivement, du coup, tous ces patients, dont la majeure partie ont été traités par des traitements forts, en partie du rituximab ou de l'endoxan, ils vont finalement, en majeure partie des cas, récupérer leurs symptômes. Alors, on a quelques patients qui sont décédés dans le suivi parce que c'est une population d'hommes âgés avec des comorbidités, mais sur les survivants, la grande majorité va récupérer une autonomie complète dans la vie quotidienne. Les seuls qui ne vont pas récupérer d'autonomie sont en fait ceux qui ont développé une ataxie cérébelleuse sévère et une ataxie cérébelleuse qui ne va pas récupérer. Donc, il n'est pas impossible que le fait d'avoir une ataxie cérébelleuse dans cette maladie soit un signe de gravité qui nécessite de faire traiter plus les gens. Dans l'ensemble, néanmoins, quand on regarde la qualité de vie de ces patients, elle est très correcte. Et donc, on pense vraiment que même si on le fait tard, c'est important de faire le diagnostic. Probablement, c'est mieux de le faire le plus tôt possible,
Mais c'est important de faire le diagnostic, c'est important de traiter les patients parce qu'à la fin, ils récupèrent et ils ont une bonne qualité de vie et ils peuvent reprendre leur vie antérieure. Et ça, c'est vraiment satisfaisant pour nous. Donc, j'en ai terminé. Les messages clés de ce topo, c'est il faut penser à ce diagnostic dès lors que vous avez un homme qui a plus de 50 ans et qui, de façon complètement inexpliquée, alors qu'il allait très bien avant, va faire soit une ataxie cérébelleuse, qui va éventuellement avoir une présentation comme ça épisodique, très fluctuante, soit des douleurs neurogènes totalement inexpliquées, soit des crises temporales, que pareil, on n'explique pas bien, et il faut faire la ponction lombaire, même si ces crises temporales sont isolées, sans trouble de la mémoire. L'évolution, encore une fois, est très lente, c'est piégeux, donc il faut revoir les malades, vérifier qu'il n'y ait pas des symptômes qui s'accumulent, et si vous voyez des symptômes qui s'accumulent, repensez à ce diagnostic. Pour faire le diagnostic, il faut absolument faire une ponction lombaire parce que les anticorps n'ont de valeur, en tout cas dans cette entité-là, que dans le LCR. Il est préférable, si possible, de faire confirmer l'anticorps dans un centre de référence parce qu'on a des histoires de faux positifs et de faux négatifs. Donc les centres de référence, ils peuvent être à Paris, par exemple, ou à Lyon. Et c'est important de faire ce diagnostic parce qu'encore une fois, comme vous l'avez vu, quand on traite les patients, ils s'améliorent. Donc j'espère que ceci vous aura inspiré pour la suite et évidemment, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez des patients qui vous paraissent suspects, on sera prêt à discuter et pour l'instant, si vous avez des questions, je suis disponible. Merci. Merci vraiment beaucoup, Bastien, pour cette présentation très claire encore sur ces des nouvelles entités qui sont quand même assez particulières, tout en n'étant pas complètement spécifiques, surtout au début. Donc, ça peut être troublant. Est-ce qu'on a des questions? On est un tout petit peu en retard, mais on va quand même prendre 2-3 minutes pour essayer de poser quelques questions. Guido, tu souhaites peut-être en sélectionner une Alors, j'espère que je n'ai pas de nouveau. Donc, une question de Neva Kebeni. Est-ce que le dosage des anticorps est pathognomonique par rapport à cette pathologie? Si oui, pourquoi ne pas faire le dosage systématiquement? Alors, ces anticorps, je ne sais pas si on parle des anticorps anti-Casper2 ou des anticorps en général, ils ont une très bonne spécificité. Pour les Casper2, ils ont une très bonne spécificité dans le LCR en particulier. Néanmoins, c'est comme tout test biologique, on ne peut pas espérer avoir une sensibilité absolue, une spécificité absolue, et donc il faut toujours être méfiant si vous avez une clinique qui s'écarte très franchement de ce qu'on a montré là. Dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, à mon sens, c'est discuter avec ceux qui ont fait le test et vérifier si le test a été fait selon la méthode idoine, c'est-à-dire de faire plusieurs tests complémentaires, en fait, de faire une immunohistochimie, de faire un cell-based assay, éventuellement de faire pas que un test commercial, mais de l'envoyer dans un laboratoire de référence. Merci beaucoup. Peut-être la question suivante qui va un peu dans le même sens. Est-ce qu'on peut faire le dosage des anticorps dans le sang? Pour les Casper2, alors, notre expérience, c'est que dans le sérum, chez les patients avec une encéphalite avérée, il est, dans quasiment tous les cas, il est positif et les titres sont très élevés. Je crois qu'on a un cas en banque qui est négatif. Mais par contre, en testant dans le sérum, vous exposez à un risque de faux positif. Surtout que vous n'allez pas avoir forcément un résultat titré, vous n'aurez pas de valeur, vous aurez juste positif-négatif. Et donc, si c'est un faible positif, il y a de grandes chances que ce soit, si la clinique ne correspond pas, il y a de grandes chances que ce soit un faux positif. À l'inverse, si vous avez une stémiologie douteuse et que vous vous retrouvez avec un anticorps négatif dans le sérum, vous pouvez vous arrêter là. Très bien. Alors, on ne va pas avoir le temps de répondre à tout, mais peut-être quid des anticorps anti-AK5 dans les présentations pseudo-dégénératives. Nicolas Villain à Paris nous pose cette question. Est-ce qu'il y a des overlaps ou à quel moment il faut y penser? Alors, c'est le contre-exemple. Les anticorps anti-AK5, c'est vraiment très, très aigu. Donc, c'est un trouble de mémoire antérograde qui apparaît en quelques jours ou quelques semaines
et il n'y a pas de présentation pseudo-dégénérative. D'accord. Eh ben, c'est bien, merci. Et une question pour toi, Guido, de la part de Lucas Gower. Connaît-on des anticorps associés au syndrome de Riemann-Losila-Zoller? Alors, je ne sais pas ce que c'est. Il a apparemment été présent à mon topo JNLF où j'avais inséré ce syndrome à titre humoristique. Donc, merci Lucas, tu as bien retenu le nom, donc je t'en félicite. Bien, bah écoutez, je vous remercie à tous d'être intervenus. C'était extrêmement intéressant sur un sujet finalement quand même complexe hein, et surtout qui est très mouvant. Donc, je crois que c'est important ces séances de formation continue. J'en profite pour vous annoncer le prochain webinaire de la SFN et de la NLLF et de la NAINF qui aura lieu cette fois-ci en septembre. On vous précisera la date dans les prochains, dans les prochains mails, probablement autour du 14 septembre. Il sera coordonné par le professeur Shahram Matarian sur la thématique des maladies neuromusculaires. Donc, je vous invite à bien sûr vous inscrire et à assister à ce nouveau webinaire qui sera après l'été. Merci à tous les intervenants. C'était un vrai plaisir de vous entendre et à bientôt pour le prochain webinaire. Au revoir à tous. Merci beaucoup, Céline, pour l'organisation. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir.